Ce ne sont pas les mêmes contextes. Non, non, ce n'est pas les mêmes contextes. Quand vous êtes dirigé par des larbins, mais c'est ce qui va vous arriver comme c'est arrivé au Nigeria, parce que le Nigeria, quand même, c'est le plus grand, le plus puissant pays de la sous-région. On devait toucher à tout le monde sauf au Nigeria. Mais comme le leadership est mourant, donc on peut aller bombarder là-bas comme on veut, quand on veut. Maintenant, le Mali est le 54e État des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis comptent, je crois, 51 États. Le Mali est le 54e État des États-Unis d'Amérique. Et un journal peut se permettre d'écrire que l'Amérique veut aller bombarder des terroristes au Mali, quand on sait, selon les propres informations de la Maison-Blanche depuis l'arrivée de Trump, que tous ces groupes terroristes, État islamique, que c'est les Américains, la CIA qui les finançaient au Texas, et que le pouvoir central de Washington veut aller bombarder. Je me dis quand même qu'il doit s'en entretenir avec le gouverneur. Bienvenue sur Fox Afrique 24, votre source d'actualité africaine. Est-ce envisageable au Mali ou est-ce qu'il faut rester prudent face à ces informations, ces rumeurs qui circulent? Non, le Nigeria est un des adeptes du néocolonialisme de la France-Afrique et de la CEDEAO. C'est pourquoi les colons peuvent aller bombarder là-bas comme ils veulent. Les Maliens ne sont pas du tout d'humeur. Selon vous, ce ne sont pas les mêmes contextes? Non, non, ce n'est pas les mêmes contextes. Quand vous êtes dirigé par des larbins, mais c'est ce qui va vous arriver comme c'est arrivé au Nigeria, parce que le Nigeria, quand même, c'est le plus grand, le plus puissant pays de la sous-région. On devait toucher à tout le monde sauf au Nigeria. Mais comme le leadership est mourant, donc on peut aller bombarder là-bas comme on veut, quand on veut. Maintenant, la question que je me pose, le Mali, quand même, c'est un pays immense, plus d'1,240,000 km². Le Mali est le 54e État des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis comptent, je crois, 51 États. Le Mali est le 54e État des États-Unis d'Amérique. Et un journal peut se permettre d'écrire que l'Amérique veut aller bombarder des terroristes au Mali, quand on sait, selon les propres informations de la Maison-Blanche depuis l'arrivée de Trump, que tous ces groupes terroristes, État islamique, que c'est les Américains, la CIA qui les finançaient. C'est eux qui les finançaient. Donc, même si le Mali était un des États des États-Unis d'Amérique, suppose qu'aujourd'hui qu'il y ait des terroristes à Hawaï, en Californie, en Floride, en Caroline du Nord ou du Sud, au Texas, et que le pouvoir central de Washington veut aller bombarder, je me dis quand même qu'il doit s'en entretenir avec le gouverneur de l'État en question. Et que c'est quand il se sera mis d'accord avec le gouverneur de l'État en question que l'affaire peut fuiter dans les journaux. Mais ici, ce n'est pas le cas. On n'a concerté personne. Donc, en réalité, c'est une plaisanterie de mauvais goût. Les Maliens ne sont pas demandeurs parce que les Maliens savent ce que ça coûte quand on demande à nos ennemis de venir nous protéger. Tu t'imagines, c'est une farce, une soi-disant demande d'un président bidon, un certain Diakounda Traoré, il a dit à la France, donnez-nous la protection aérienne, et le Mali s'est retrouvé envahi par plus de 20 000 soldats de l'OTAN. Donc, si aujourd'hui, les États-Unis veulent recommencer dans la même, sur la même voie, bon, je crois que plus que jamais, le monde multipolaire est nécessaire, parce que sinon, les États-Unis peuvent se lever quand ils veulent, comme ils veulent, aller bombarder qui ils veulent, comme ils veulent, aller arrêter le président qu'ils veulent. Mais les Chinois aussi sont une puissance, eux aussi peuvent faire ça. Les Russes sont une puissance, eux aussi peuvent faire ça. La France, qui n'est plus une puissance, est toujours en train de préparer des coups d'État contre nos États. Donc, si l'ordre n'est pas multipolaire, on va commencer à vivre tous ces travers, toutes ces injustices qu'on appelle, et c'est ça qu'ils appellent démocratie, droit international, démocratie, droit de l'homme, le JRIM, État islamique, Al-Qaïda, toute cette nébuleuse terroriste a été financée par les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le bureau même de Trump qui a sorti l'information. Et nous tous, on a applaudi pour la transparence de son gouvernement. Si maintenant lui aussi, il se met du côté des bandits, qui peuvent bombarder qui ils veulent, comme ils veulent, bon, nous n'avons plus à applaudir sa transparence. Donc moi, je me dis ceci. Si le ministre malien des Affaires étrangères dit qu'il n'est pas au courant et qu'il aurait appris ça aussi par la presse comme n'importe qui,
je crois quand même que les Américains se moquent du monde. Mais n'incriminons pas encore le gouvernement américain parce que jusqu'à nouvel avis, le journal en question n'est pas le porte-parole du gouvernement américain. Ce n'est pas un organe du gouvernement américain. Donc, il y a aussi dans tous les médias des provocateurs où nous sommes habitués. Hein. En France, tous les médias d'État sont convertis en provocateurs, en insulteurs des Noirs. Donc, ça ne m'étonne pas qu'un journal américain aussi s'essaye à cette négrophobie. Pour dire, bon, vous n'êtes que des nègres, si on veut, on vient bombarder qui on veut. On a bombardé au Nigeria, pardon, on a bombardé au Nigeria. Charlotte, ça a changé quoi au Nigeria? Est-ce que Boko Haram est parti? Les États-Unis n'étaient pas leur première tentative au Nigeria, ils l'ont fait dans d'autres pays également, alors, le Yémen, la Somalie. Est-ce que ces États étaient forcément demandeurs? Non, non, personne. Et puis tous les pays que tu cites sont les pays où l'anarchie, le désordre et le terrorisme se sont solidement implantés. Donc dites-moi le bénéfice de ces interventions. Vous avez donné le cas de la Somalie. Il y a tout en Somalie sauf même un État, il n'y a pas d'État. Le Yémen, tu vois ce qui est en train de se passer. Hein? Est-ce qu'ils ont réduit les Yéménites? Non. Aujourd'hui, eux, ils sont encore plus puissants et plus offensifs que jamais. Le Nigeria, ils sont intervenus. Ils ont dit que bon, il y a quelques terroristes qui menacent les chrétiens. Ils n'ont pas bombardé le Nigeria dans une zone chrétienne. Ils ont bombardé le Nigeria dans une zone musulmane. Si on menace les chrétiens, allez bombarder ceux qui sont chez les chrétiens et les menacent. Apparemment, il n'y a personne qui menaçait les chrétiens au Nigeria. Mais on avait envie de bombarder, on a bombardé. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va nous servir pour le Mali? On ne peut pas dire qu'au Mali, il y a des terroristes musulmans qui menacent les chrétiens. Le Mali n'est pas chrétien. C'est vrai, il y a quelques mini-pourcentages de chrétiens au Mali. Ils sont majoritairement musulmans. Dis-moi l'argument qu'on trouve pour aller bombarder le Jinim. Et pourquoi le Jinim? Est-ce que c'est le gouvernement malien qui a dit aux États-Unis que le Jinim est celui qui lui pose le plus de problèmes? Non. On veut éviter ceux qui posent des problèmes et bombarder ceux qui posent moins de problèmes pour qu'il y ait toute une pagaille générale. Et c'est de la surenchère, de la violence qu'on veut créer au Mali. Le Mali se bat seul depuis des années. Il est sur le point de s'en sortir. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il aurait besoin d'une intervention, qu'elle vienne de Dieu ou du diable. Alors, si techniquement et juridiquement, le Mali n'est pas un terrain comparable pour Washington, est-ce finalement une stratégie pour faire pression sur le gouvernement malien? Mais pression pour obtenir quoi? Je dis bien que le Mali n'est pas un État des États-Unis d'Amérique. Ils font pression pour obtenir quoi? En fait, peut-être, c'est le grand chef blanc de l'Élysée qui les aurait sollicités. Bon, écoutez, je n'en peux plus, venez m'aider à les bombarder. J'ai envoyé 12 000 soldats de l'OTAN, ça n'a rien donné. Bon, venez, peut-être vous pouvez faire débarquer 20 000, 30 000. Il peut même faire débarquer 100 000, ça ne changera rien. Parce qu'il faut quand même qu'on s'arrête. Il y a quand même aujourd'hui des Africains qui sont conscients de la situation de leur pays et de leur peuple et qui sont prêts à se sacrifier pour ça. La faiblesse de l'Africain, c'est qu'on craint trop la mort. Et celui qui craint la mort, même, excusez-moi le terme, une femme peut le dominer parce que bon, il craint la mort. Donc, il craint que la femme le tue. Mais si tu dis, je suis prêt à mourir, les Chinois étaient prêts à mourir, on a vu ce qu'ils ont fait, les Vietnamiens prêts à mourir, les Somaliens dont vous parliez, ils étaient prêts à mourir. Aujourd'hui, les Yéménites sont prêts à mourir, les Iraniens sont prêts à mourir. Et regarde comment ils sont en train de faire baver l'Amérique. Si vous trouvez des pays où des gens sont prêts à mourir, vous ne pouvez pas continuer vos aventures coloniales. Didier Alaro, vous avez cité des exemples des pays où les Américains ont mené ce type d'intervention et qui n'auraient pas produit de résultats concrets. Dans le cas malien, peut-on véritablement imaginer de frappe unilatérale américaine sans un accord préalable des autorités locales? Bon, moi, je ne sais pas, je ne prends pas Donald Trump pour un enfant de cœur. Les questions qu'on peut se poser simplement, c'est est-ce que les Américains ont déjà l'habitude de bombarder sans avis? La réponse est oui. Est-ce que les Américains ont l'habitude de manipuler les Nations Unies pour avoir des autorisations pour aller bombarder? La réponse c'est oui. Est-ce que aujourd'hui, plus qu'hier, les Américains sont déterminés eux aussi à mettre le pied dans le plat sahélien? La réponse est oui. N'oubliez pas que les Américains, eux aussi, ont déjà, dans le passé, désigné les ressources du sous-sol AESien comme étant des réserves à eux. N'oubliez jamais ça. Donc, est-ce qu'ils convoitent toujours, aujourd'hui plus qu'hier, les ressources de l'AES? La réponse encore, c'est oui. Donc, je ne pense pas du tout que
Et si vous prenez le cas de l'Iran, par exemple, est-ce qu'à la tête de l'Iran, c'était un gouvernement vassal? Ce n'était pas un gouvernement vassal. Est-ce que c'était un gouvernement qui était à la solde des Américains ou des Européens? La réponse est non. Et pourtant, les États-Unis ont commencé à bombarder. Les raisons peuvent être différentes. Mais est-ce que les États-Unis, aujourd'hui, continuent d'être le prédateur que tout le monde connaît? Je crois que la réponse également, c'est oui. Donc, à partir de ce moment, je crois que l'article de ces journaux ne peut pas être considéré comme un signal d'alerte qu'il faut ignorer. Non, je crois que c'est plutôt, il ne faut pas banaliser ça, c'est une question qu'il faut prendre très au sérieux. Et c'est pourquoi, lorsque j'ai entendu la réaction du ministre Abdoulaye Diop, que j'apprécie, que nous apprécions tous, sa dernière phrase m'a laissé un peu pantois, puisqu'il disait, je cite, « Nous ignorons donc quelle est la posture du gouvernement américain ». Je pense que quand vous avez des gens que vous connaissez, comme des prédateurs patentés, qui vous cherchent, qui cherchent tous les moyens pour vous déstabiliser. Parce qu'il y a une chose qu'il faut rappeler, hein. Tous les pays de l'AES aujourd'hui ont révisé leur code minier. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas cette guerre avec la France là qui dérange les impérialistes. C'est la révision du code minier. Parce que les ressources minières de l'AES sont considérées comme l'apanage ou les réserves des Américains et des Occidentaux qui ne veulent rien payer pour continuer à les exploiter. Donc je pense qu'à partir de ce moment, la lutte qui est en train d'être menée dans l'AES est une lutte qui dérange beaucoup, que ce soit les Occidentaux, que ce soit les Américains. Donc je pense que ce n'est pas un signal d'alerte qu'il faut traiter avec complaisance, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux et s'organiser parce que les États-Unis sont bel et bien capables de commencer à bombarder. Et je ne fais pas du tout confiance à Trump, hein. Vous avez vu comment il agit, donc ce n'est pas un type qu'il faut vraiment ménager. Mais je sais du reste qu'aujourd'hui, il y a un ambassadeur américain qui est sur place à Bamako, qui, paraît-il, a de très bonnes relations avec le gouvernement malien. Et c'est pourquoi je dis que si ces médias américains donnent la lettre, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Mais quelle est cette chose? Quelle forme ça va prendre? Je crois que l'État malien, le gouvernement malien, comme à son habitude, doit trouver les moyens de savoir quelle est réellement la vraie information et comment s'organiser face à une possible agression en répondant, des États-Unis. Vous l'avez cité, le ministre des Affaires étrangères du Mali, son Excellence Abdoulaye Diop, qui en répondant à la question au détour d'une conférence de lancement, a insisté d'ailleurs sur le respect de la souveraineté nationale et la nécessité pour tout partenaire de consulter les autorités maliennes sur toutes les questions. S'il ne faut pas, justement, comme le disait Didier, négliger cette information, selon vous, quelle devrait être justement la posture des autorités maliennes vis-à-vis de cela? Non, comme il l'a dit, il ne faut pas négliger ça, il faut se préparer. C'est tout, il faut se préparer. Vous savez, venir bombarder, c'est bon. Hein. Les Américains sont les premiers à savoir qu'on ne gagne pas une guerre par des bombardements aériens. Ils ont bombardé l'Iran jusqu'à finir leurs propres munitions, mais ils n'ont rien obtenu. Le Mali est assez vaste, l'Iran, ça fait 1 600 000 km² de montagnes et de déserts. Le Mali a ses montagnes et ses déserts. Mais ils peuvent aussi bombarder à l'infini sans toutefois occuper le pays. Mais s'ils veulent envoyer des soldats sur le terrain, ils auront quand même à qui parler. C'est pourquoi je dis, mais tant que dans nos peuples, il y a des gens qui sont prêts à dire « je suis prêt à mourir », on ne peut plus continuer à nous piétiner gratuitement. C'est la peur de la mort qui fait que nous ne pouvons rien faire, nous sommes paralysés. Donc si au Mali, au Niger, au Burkina, il y a des dirigeants qui sont prêts à dire à leur peuple « levons-nous ensemble », vainquons ou mourons, comme le dit l'hymne national togolais. Vainquons ou mourons. Ça dit qu'il n'y a pas d'alternative. Il faut vaincre ou mourir. Le jour où nous serons dans cette posture, les gens hésiteront à venir nous attaquer. Le bombardement aérien ne changera rien. Les Américains sont les premiers à le savoir. Ils ont fait 20 ans en Afghanistan, ils ont fini. Les avions avec lesquels ils bombardaient, c'est dans ces mêmes avions qu'ils ont fui comme des lapins. Donc ça ne change rien. Le Mali a pris une voie, la voie de la résistance, la voie de la libération, la voie de la souveraineté. Et tout le monde sait que la libération, la souveraineté, ça coûte cher, ça coûte en vies humaines. Les Américains eux-mêmes sont aujourd'hui un État parce qu'ils se sont battus bien contre les Anglais qui les avaient colonisés. Après, entre eux, ils se sont entretués dans la guerre civile. Donc, ils savent ce que coûte la liberté. Et nous devons, en tant que Noirs et en tant qu'Africains, savoir ce que coûte la liberté. Et vous, qu'en pensez-vous? Si les États-Unis décidaient réellement de mener des frappes au Mali,
Est-ce que cela renforcerait la lutte contre le terrorisme ou risquerait plutôt d'aggraver les tensions avec les pays de l'Alliance des États du Sahel? Donnez votre avis dans les commentaires, le débat est ouvert. Sur cette chaîne, nous analysons les grandes actualités africaines avec des faits, du contexte et des points de vue pour mieux comprendre les enjeux. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de la partager autour de vous et surtout de vous abonner à Focus Afrique 24. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt sur Focus Afrique 24, là où l'actualité africaine est décryptée avec rigueur et sans détour.